Oui, alors vous me faites une transition parfaite sur le dernier thème du sujet, effectivement, parce que on vit nous-mêmes un peu ses propres turpitudes. Le Mercosur, 25 ans de négociations, et cette semaine, le Parlement européen a porté le texte, a fait une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne. Il a manqué que 11 voix au Parlement, c'était vraiment de très peu, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce qui se joue là et ce qui va se passer? Non, mais ce qui est terrible, alors tous les pays ne sont pas sur la même ligne, mais la position de la France, par exemple, elle est hallucinante, parce qu'on est dans un monde où justement on cherche un peu des alliés avec lesquels commercer sur des règles peu ou prou équitables. Tout n'est pas parfait avec, a fortiori, des pays émergents d'Amérique latine, mais on a quand même des marchés importants à aller conquérir. On sait bien que nos agriculteurs, ils sont dans une souffrance terrible, mais c'est pas du tout lié au Mercosur ou aux accords commerciaux, c'est parce qu'on a une politique agricole nationale qui est juste malthusienne. Donc nos problèmes, ils sont internes, c'est-à-dire qu'on cause les propres problèmes de nos agriculteurs, avec en plus des normes absolument effrayantes qui font monter les prix. Des Français, au passage, qui regardent quand ils font leurs courses, regardent si c'est français, mais pas tellement non plus. Donc à un moment donné, on a quand même envie de dire... Non, et puis c'est souvent plus cher, tout simplement. Bien sûr, aussi, mais donc se pose la question quand même de ce qu'on demande aux agriculteurs en termes de production, et ce que le consommateur veut. Et puis on a tout à y gagner dans ce type d'accord. Donc là, on est exactement dans un moment très populiste où on finit par dire que, effectivement, certaines professions, notamment, on pense aux éleveurs de bovins, peuvent perdre, mais c'est dans des proportions vraiment très limitées. On rappelle que c'est 1,2% du marché européen de consommation, les importations du Mercosur. On reste dans des postures comme ça, mais les discours malheureusement brillants. De 200 000 à 300 000 tonnes. McCartney, ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire qu'on voit bien à quel point il y a une crispation dans un grand nombre de pays. La mondialisation a probablement été mal vécue par beaucoup de populations. Et aujourd'hui, on est en incapacité de signer des traités qui sont pourtant objectivement favorables. Il faut avoir peur du Mercosur ou pas, Sébastien Jean? Le Mercosur, pour moi, aujourd'hui, c'est une vraie impasse politique, mais je pense que c'est un accord qui a pris une importance politique complètement démesurée par rapport à sa véritable importance économique, dans les deux sens. Parce que il est tout à fait vrai que les problèmes de l'agriculture française aujourd'hui ne sont pas liés au Mercosur, et que l'impact du Mercosur sera, à mon avis, assez limité. Et en tout cas, c'est ce que suggèrent la plupart des études un peu approfondies là-dessus. Ça, c'est un premier point. Mais il ne faut pas croire non plus que le Mercosur est une solution aux questions géopolitiques dont on parle aujourd'hui. Non, bien sûr. Ça, dans le sens où c'est un accord d'hier. C'est un accord fondé sur un marchandage d'accès au marché. Je te donne de l'accès à mon marché agricole et tu me donnes de l'accès à ton marché automobile. Pour un partenaire qui, rappelons-le, fait 2% des exportations extracommunautaires de l'Union, qui est à des milliers de kilomètres de chez nous. Ce n'est pas avec eux qu'on va faire des chaînes de valeur approfondies. En plus, essayer de leur rendre après, est-ce qu'on laisse le territoire aux Chinois ou est-ce qu'on essaie de tisser des liens? Non, mais je ne dis pas qu'il faut... Historiquement, entre l'Espagne et l'Amérique latine... Oui, mais c'est pas... Je veux dire, effectivement, on va se positionner un peu mieux en termes de rapport concurrentiel là-bas, mais je pense qu'aujourd'hui, la vraie question qui nous est posée, c'est comment est-ce qu'on stabilise nos relations extérieures pour éviter de prendre de plein fouet les chocs politiques, les chocs géopolitiques auxquels on est confronté. Est-ce que cet accord fait ça? Non, la réponse c'est non. Il y a très peu de choses dans cet accord qui permettent de sécuriser, par exemple, nos approvisionnements. L'Amérique du Sud, le Mercosur, c'est des pays qui ont des ressources très importantes, mais il y a très peu de dispositions parce que c'était pas prévu pour ça, pour éviter qu'ils prennent des mesures qui soient défavorables, qui posent problème en termes d'approvisionnement. Donc, je crois comprendre, si je comprends bien, c'est ajouter en fin de négociation de demander qu'ils prennent des engagements de ne pas mettre en place des restrictions aux exportations. Oui. Mais voilà, je pense que c'est plutôt là que va être le cœur du problème, et y compris d'étendre ce type de négociation à d'autres partenaires. Donc voilà, en pratique, l'impact de cet accord, il ne va pas être énorme, ce qui est vrai, et c'est pour ça que je dis que c'est une impasse politique. C'est 50 milliards, c'est 50 milliards d'enjeux de business pour l'Union européenne. Pour le dire autrement, le rapport entre le gain agrégé et les impacts distributifs, pour un accord comme ça, de mon point de vue économique, il est très mauvais. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que c'est négatif. Oui, il peut y avoir des petits gains agrégés, mais ça pose aussi des problèmes de cohésion et des problèmes politiques qui sont aussi très aigus aujourd'hui en Europe. Donc, voilà, je pense que son importance, elle est démesurée dans le débat européen, mais parce que ça pointe... ça cristallise des crises qui existent depuis longtemps, et en France, on sait que l'agriculture... Qui ne sont pas négligeables non plus. Christian. Oui, juste, je voudrais dire un petit mot quand même sur le recours à la Cour de justice européenne. Oui. Parce que la Cour de justice ne va pas
porter un jugement sur le fond. Hein. Elle ne va pas dire si c'est bien ou pas pour l'économie, tout ça. Hein. Il y a 3 points juridiques. Voilà, elle va faire un point juridique. Et l'un des points juridiques le plus important pour moi, c'est qu'elle va devoir statuer pour savoir si l'accord respecte ou pas les engagements qu'a l'Europe, notamment en termes de climatique, en termes d'émissions de CO2, etc. C'est-à-dire que c'est quand même un risque. On ouvre quand même une boîte de Pandore derrière, parce que si elle dit, voilà, il y a quand même des clauses hein, dans l'accord pour vérifier que ça soit respecté, mais enfin bon, en Amazonie, je suis pas sûr que ça soit très respecté. Et donc, si elle dit les clauses sont pas suffisantes, que ces pays-là ne respectent pas les engagements climatiques de l'Europe, et donc dans ce cas-là, on doit pas commercer avec eux, on doit pas avoir de traité de libre-échange, pas commercer, c'est surtout qu'on doit pas avoir que ça caduque le traité de libre-échange. Bah, ça veut dire qu'on va plus faire du tout de libre-échange avec personne. Eh ben oui. Parce que la Chine, même si la Chine avance dans ce domaine-là, elle respecte pas aujourd'hui nos engagements, et aucun pays le fait. Donc attention qu'on n'ait pas ouvert une boîte de Pandore juridique, tout simplement. En voulant montrer son opposition, nos politiques ont peut-être attaqué un terrain, parce que, qu'on le veuille ou non, la traçabilité dans ces pays-là, il n'y a même pas la même traçabilité qu'en Europe. Faut pas se leurrer, hein, mais on n'importe plus rien dans ce cas-là, hein, parce que vous croyez que les Chinois, les commerçants chinois ont une traçabilité sur les vêtements qu'ils nous vendent, dans ce cas-là, on ne devrait pas en acheter, parce qu'ils font pas les normes européennes, hein, on ne devrait rien acheter de Chine, hein, parce qu'il y a quand même des vrais problèmes aujourd'hui. Hein, ou alors l'Europe devient une forteresse et on surveille tout de A à Z, et puis on met des inspecteurs dans ces pays-là, mais dans ce cas-là, on est sur quelque chose qui n'est pas gérable, donc on n'échange plus. Donc attention, parce que là, on a ouvert peut-être une brèche juridique qui peut se retourner aussi contre nous. Voilà. C'est attention à ça. Juste pour compléter, je suis un moins sur Sébastien. Je suis d'accord pour le dire que c'est pas une panacée économique, très clairement. Enfin, le gain, on parle quand même de. On a monté, c'est vrai qu'on en a fait quelque chose de gigantesque. C'est vrai, mais alors bon, ça ne va pas révolutionner l'économie européenne. Ce type de traité en termes de symbole. Est-ce qu'on pense vraiment qu'on va être en capacité justement d'aller voir d'autres pays pour approfondir nos relations? J'y crois très peu. Et par ailleurs, ce que ça révèle aussi, et là c'est terrible, parce que là aussi ça compromet notre capacité à signer d'autres traités de libre-échange, c'est qu'on ne peut pas avoir que des gains dans un traité quand on le signe. Forcément, les pays avec... Il y a des gagnants et des perdants. Et bien sûr, mais c'est le propre quand même d'un deal. Donc l'Europe se regarde un petit peu en disant, il n'y a que moi qui dois en profiter. Mais non, enfin, c'est un peu normal aussi qu'en face, ils y retrouvent leurs petits. Donc je pense qu'il faut être prudent. C'est vraiment, me semble-t-il quand même, si on n'arrive pas à avancer sur cette question-là, on compromet beaucoup d'accords futurs. Surtout avec l'Inde. Surtout avec il y a des accords majeurs qui sont en cours de négociation, oui. Complètement. Et comme tu le mentionnais, Raphaël, c'est la problématique, c'est que derrière, j'ai très très peur qu'on n'avance pas sur un grand nombre de dossiers, et les autres grands pays vont prendre ces pays-là. On voit bien que l'Amérique latine est dominée de manière croissante. Le premier partenaire commercial, c'est aujourd'hui la Chine. Oui, en Afrique, la Chine est partout aujourd'hui. Donc il faut quand même être très prudent sur le... On ne parle pas beaucoup de l'expansionnisme chinois, il m'effraie très clairement. Bon. Ce sera un dernier mot de la fin, Sébastien. Oui, il y a ces questions se posent. Maintenant, l'accord Mercosur, en soi, c'est pas une réponse économique, je pense, qui va changer la nature des questions. Là où, effectivement, je vois une impasse politique, c'est qu'il y a la capacité de l'Europe à négocier, à aller de l'avant, qui est mise en question. Et ça, c'est assez problématique. Ces tiraillements au sein des pays, entre pays membres, après autant de temps. Avancer à 27, ça devient vraiment problématique. Ouais. Merci.